Alors, parmi ceux qui vont s'attaquer à ce sujet, il va y avoir donc du Bartas, qui va écrire un livre qui s'appelle donc La Septmène ou Création du monde. En fait, ce livre, alors ce sont des poésies en alexandrin, c'est-à-dire en 12 pieds. Donc, c'est en fait comment dire ça? C'est une métaphore. Donc, on va prendre l'écriture de la Genèse, c'est-à-dire la création du monde dans la Bible, et il va y avoir dans cette écriture deux niveaux. C'est-à-dire, on raconte la création du monde, il va y avoir le discours religieux qui est là, en apparence, mais tout le long, en fait, il y a une description assez scientifique. C'est-à-dire que Bartas dit officiellement, je raconte l'écriture de la Genèse, mais officieusement, on sait très bien qu'il parle de science. Donc, il est en train de tester l'Église. Est-ce que l'Église va tolérer cela ou pas? Mais en tout cas, son livre à lui, là, donc c'est un récit à la fois de Dieu et c'est à la fois un récit de l'univers. C'est religieux, c'est de la théologie, mais c'est scientifique aussi. Donc là, ce livre, alors il n'est pas facile à lire, bien évidemment, parce qu'il est très culturel, et que ce livre, il est à deux niveaux. Il y a le niveau religieux et le niveau scientifique. Mais en tout cas, ce livre est la preuve que les grands écrivains de leur époque ont essayé de dépasser les interdictions de l'Église pour parler de science. Et finalement, si les sciences ont pu se libérer de la religion, c'est grâce aux écrivains. Donc, vous voyez qu'aujourd'hui, quand on oppose scientifiques et écrivains, c'est une erreur, parce que les sciences se sont libérées grâce aux écrivains. Et si demain, les sciences se sont retrouvées encore bloquées à cause des idéologies, elles seront à nouveau libérées par les écrivains. Ce sont les écrivains qui ont ce rôle. Alors, finalement, on va arriver très vite donc à ce qu'on appelle la querelle entre écrivains et scientifiques, entre anciens et modernes. Et donc, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir donc un conflit parce que de plus en plus de personnes vont s'opposer donc à l'Église et mais l'Église va réagir bien évidemment. Et il y a beaucoup d'écrivains donc qui vont s'opposer sur le rôle des sciences. Alors même Ronsard, tout à l'heure je dis que c'est un très grand poète, finalement il va comme il est très connu à son époque, il a très peur du résultat. Et donc, il va dire, donc, officiellement, dans ses textes, notamment l'hymne du ciel, donc c'est le titre de son texte, euh, il va dire que seule la cosmologie traditionnelle, celle de la Bible, est valable. Et il va rejeter la théorie donc de Copernic, ce fameux scientifique qu'on appelle héliocentrique. Hélios, c'est le Soleil. Et donc, finalement, notre grand poète de cette époque, finalement, eh bien, il va baisser les bras et il va officiellement dire que les scientifiques qui ne respectent pas la Bible, donc ces scientifiques ont tort. Et en fait, il va opposer l'inventaire d'un savoir avec la révélation intime. C'est-à-dire que quand il y a l'opposition entre des connaissances et la foi, c'est la foi qui est le plus important, pas les connaissances. Comment va se passer donc cette opposition entre ancien et moderne? Donc finalement,
on va avoir l'idée que finalement la littérature, c'est le monde ancien. Parce qu'on reprend les méthodes anciennes, on reprend les écrivains anciens. La Renaissance, c'est le retour des écrivains anciens. Tandis que les sciences, c'est le monde moderne. Eh bien, en effet, qu'est-ce que c'est que la Renaissance? C'est-à-dire, on retourne 2000 ans plus tôt dans les grands textes de l'Antiquité. Mais les sciences ne doivent pas reculer, elles doivent avancer. Et donc, on se retrouve avec la littérature qui regarde derrière elle et les sciences qui regardent devant elle. Et c'est ça qui va faire le conflit entre les anciens et les modernes. Et surtout, c'est un texte qui va être un choc énorme à cette époque. C'est la publication du traité de Copernic. C'est 1543. Copernic dit c'est incontestable. Il va donner des chiffres, des calculs. C'est absolument incontestable. Donc, c'est la Terre qui tourne autour du Soleil. Et ça va être un gigantesque scandale parce que la foi, on ne demande pas de croire. La foi, c'est juste, c'est comme ça et c'est tout. C'est la différence entre les connaissances qui passent par une pensée analytique, mais la foi n'a pas de pensée analytique, il n'y a pas de pourquoi. Il faut accepter, c'est tout. Et donc, quand Copernic dit ça, mais finalement, il s'oppose frontalement à l'Église. Alors, le 4, je ne sais pas pourquoi il y a toujours Amnesty International, j'ai oublié d'enlever le mot, mais c'est pas grave. Le 5, donc là, on voit donc un Anglais, John Donne, qui voit le cosmos qui s'émiette, retournant à l'état des atomes, vole en éclats, toute cohérence abolie. Ça veut dire que lui, qu'est-ce qu'il dit? Il dit mais qu'à cause des sciences, l'univers explose, on devient des petits atomes, des petites choses, parce que la physique, la chimie, donc c'est des choses toutes petites qui vont être mises ensemble pour créer des choses. Et donc, tandis que la mythologie, l'histoire, la littérature, la philosophie, c'est de penser les choses en grand. On pense à l'univers, comment il a été créé. Dieu est grand, l'univers est grand. Et donc là, on voit finalement les penseurs de cette époque, écrivains en philosophes, qui disent mais les sciences veulent faire exploser notre monde. Ils veulent détruire notre monde. Et donc là, il y a quelque chose qui est, on cherche pas à savoir est-ce qu'ils ont raison ou est-ce qu'ils n'ont pas raison. Ce qu'on veut savoir, c'est une civilisation a besoin de valeurs stables. Et quand ces valeurs stables disparaissent, la civilisation s'effondre. Et donc, il y a beaucoup de personnes qui disent, mais les scientifiques risquent de faire effondrer la civilisation européenne parce que les sciences remettent en question quelque chose qui est fondamental, qui est que c'est le texte du christianisme, la Bible. Si la Bible n'existe pas, n'existe plus parce qu'on dit qu'elle est fausse, si la Bible est fausse, mais c'est quoi l'Europe sans le christianisme? Le roi, il est couronné par le pape. Le roi de France ne peut devenir roi que parce qu'il est couronné par le pape. La culture, la littérature, les arts sont totalement influencés par l'Église. Pendant 1000 ans, si l'Église n'est plus là, c'est quoi l'Europe? Et donc, finalement, c'est pas ce que disent les sciences qui fait peur. C'est les conséquences de ce qui est dit par les sciences qui font peur. Est-ce qu'on est en train de détruire notre civilisation? Alors, face à ça, heureusement, face à l'anglais Dawn, donc nous avons un Français, Charles Perrault, là aussi que les Français connaissent,
Donc, lui, au contraire, il va s'enflammer pour les immenses découvertes de la science et de son temps, et s'est mis le monde nouveau. Mais lui, il ne voit pas des petits atomes qui détruisent l'ancien. Lui, il voit au contraire, nous avons les mondes anciens, et puis maintenant, nous avons, grâce aux sciences, des mondes nouveaux. C'est-à-dire qu'on n'est pas en train de remplacer le monde ancien par le monde nouveau. On est en train de ajouter un monde nouveau. Et donc, on est en train de devenir plus riche. Pas au sens financier, mais je parle de connaissances. Donc, notre monde devient beaucoup plus éduqué, beaucoup plus cultivé, spirituel, scientifique. Et c'est ça qui va faire que l'Europe, à cette époque, va dominer le monde. C'est à cette époque que l'Europe va se lancer dans la colonisation du monde entier. Parce que l'Europe, elle est sûre de sa supériorité scientifique, littéraire, culturelle, philosophique. Aujourd'hui, pourquoi l'Europe est faible? Parce qu'elle se pose 1 million de questions existentielles. Qui elle est? Il y a les États-Unis à côté. C'est quoi l'Europe face aux États-Unis? C'est quoi l'Europe aujourd'hui? C'est quoi l'Union européenne? On a la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Ben, c'est 2 pays européens. Il n'y a pas d'unité de l'Europe. L'Angleterre vient de sortir de l'Union européenne. Donc, pour l'Asie, c'est quoi l'Europe? Que peut dire l'Europe face à la Chine? Et donc, finalement, l'Europe se pose plein de questions, donc elle est faible. Mais ce n'est pas le cas à cette époque. À cette époque, on a une explosion des sciences, de la littérature, de la philosophie. On a de très grands scientifiques, on a de très grands philosophes, on a de très grands écrivains. Finalement, on va se retrouver donc à se poser une question. Comment ce monde nouveau va pouvoir s'adapter? Et il va y avoir quelque chose qui va apparaître. Parce que ce monde ancien, qui s'oppose au monde nouveau, il a une fragilité. C'est quoi cette fragilité? C'est qu'il continue à s'exprimer en latin. Et c'est quoi le latin de l'époque? C'est l'anglais d'aujourd'hui. C'est-à-dire la langue commune. Et à l'époque, tout le monde a compris que cette langue commune, c'était un problème, pas la solution. Parce que quand on parle la même langue, on pense à la même chose. Et quand on pense à la même chose, mais on ne pense plus rien du tout. Quand on a plusieurs langues, on pense à des choses de façon différente. Et quand on pense à des choses de façon différente, eh bien, il va y avoir des créations, des oppositions. Mais c'est l'opposition qui fait la création. Et là, il va y avoir l'émergence des langues nationales. Il va y avoir l'émergence de l'anglais, du français, de l'italien comme langue écrite. Et c'est l'émergence de ces langues, le français, l'italien notamment, comme langue écrite, qui va faire le monde moderne. Ça pose beaucoup de questions par rapport au monde d'aujourd'hui, où on est en train d'avoir notre anglais commun, qui est comme le latin à l'époque, qui est en train de créer une grande pauvreté culturelle. Parce qu'on est en train de tous penser de la même façon. Donc là, finalement, on va se retrouver à devoir, puisque l'Église contrôle le latin, eh bien, on va écrire dans une autre langue. Comme ça, on pourra écrire des choses nouvelles.
Moi, j'aimerais aujourd'hui que, puisqu'il faut écrire dans les grandes revues américaines, c'est l'église de notre époque. Ben, il faut écrire dans les revues françaises, espagnoles, allemandes, pour penser différemment. Donc là, qu'est-ce qui va se passer? On va abandonner les traités savants. C'est-à-dire que toute cette façon de faire des sciences qui étaient des textes très compliqués, inabordables, en latin, tout ça, ça va être abandonné. Et par quoi on va le remplacer? On va le remplacer par la littérature, le langage littéraire. C'est-à-dire qu'on va écrire en italien et en français, les deux langues culturelles. On va en faire une langue de science. Ça ne sera plus uniquement une langue de culture, ça va devenir une langue de science. Et c'est quand le français va devenir une langue de science que les nouvelles sciences, le monde moderne, va pouvoir se développer. S'il n'y avait pas eu les langues européennes, on n'aurait pas eu l'Europe comme grande puissance. Alors, je vous donne un exemple d'un livre donc, qui a été écrit par Giordano Bruno, qui a écrit donc un livre qui s'appelle, alors bien sûr c'est la version française, donc Le Souper des cendres en 1584. C'est le premier livre en italien. C'est comme notre livre de Descartes en français, on verra aussi. Donc, ce livre-là, qu'est-ce que c'est? Ce sont 5 savants qui vont débattre des travaux de Copernic. C'est-à-dire que dans ce livre, 5 scientifiques vont dire est-ce que Copernic a raison ou pas? Qui tourne autour de qui? Est-ce que c'est la Terre? Est-ce que c'est le Soleil? Et ce sont 5 savants. Et tout ce livre-là, c'est un débat entre ces 5 savants. C'est le premier livre en langue italienne moderne. Alors, nous, bien sûr, à cette époque, nous avons là toute une liste de grands poètes et écrivains très connus qui vont se saisir de ce sujet, notamment donc Racine, un de nos auteurs classiques, avec une pièce de théâtre donc qui est aussi très connue, Phèdre. Alors en fait, que va faire Racine? Racine va dire, mais finalement, les sciences anciennes, elles peuvent disparaître. C'est pas grave, parce que nous, la littérature, on peut l'utiliser. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, bon, ben, dans la vie de tous les jours, bien évidemment, il faut que les sciences se modernisent. Il faut que les sciences s'améliorent, ça c'est sûr. Mais quand Racine parle écrit des livres, il a envie de parler des sociétés anciennes. La littérature a un point commun avec l'histoire. On parle de l'ancien, on parle de l'avant. Et donc, notamment, on va voir chez Phèdre, on va parler des pratiques médicales anciennes. Alors, en même temps, on soupçonne Racine de, de critiquer, en fait, ces pratiques. Mais on ne sait pas. En tout cas, il en parle. Alors, j'ai un texte que, donc à la fin, que je vais vous lire parce que, bon, c'est un texte un extrait de Phèdre. Je le vis, je rougis, je pâlis à sa vue. Un trouble s'éleva dans mon âme éperdue. Mes yeux ne voyaient plus. Je ne pouvais parler. Je sentis tout mon corps et transir et brûler. Je reconnus Vénus et ses feux redoutables, d'un sang qu'elle poursuit, tourment inévitable. Donc, là, à la fois, donc, bon, on a des rimes, on a donc un vocabulaire très donc littéraire, mais en même temps,
Donc, on parle des humeurs, qui est à la base de la médecine de l'Antiquité, c'est-à-dire que la santé physique dépend de la santé mentale. Selon comment on est, donc le corps va réagir. Et donc là, Racine va reprendre tout ça. Il va faire en sorte que les émotions de ces personnages soient toujours exagérées. Alors, j'ai parlé du latin, mais c'est l'occasion de parler du français aussi. Parce que, bien, finalement, tout comme l'italien, bien, le français donc va devenir la langue des sciences, puisque donc le latin, contrôlé par l'Église, l'empêche. Et finalement, quel va être l'objectif du français? Alors, on sait tous que le français, c'est la langue qui a été donc décrétée par François Ier, donc comme langue des Français. Alors attention, hein, le français de l'époque, c'est pas le français d'aujourd'hui. C'était la langue parlée par le roi parce que c'est lui qui écrivait la loi. Et avec ce français, on a rajouté du latin, des mots latins et grecs pour que le français devienne une langue d'expression et de clarté. Il ne faut pas oublier que François Ier a dit la langue française n'existe pas. Il faut la créer. Et donc, puisque nous allons la créer, nous allons faire une langue précise et claire. Donc, c'est pour ça que les grands spécialistes de l'époque ont bien choisi les mots latins et grecs pour que le français soit une langue administrative, scientifique, politique, très claire. Donc, on va avoir cela. Donc, finalement, qu'est-ce que c'est que la langue française voulue à cette époque? C'est la prose des idées, c'est-à-dire que c'est à la fois une langue littéraire qui explique les idées de façon pédagogique, simple. C'est l'art de bien dire. La langue française, c'est l'art de bien dire. Ça veut dire, on dit les choses, c'est clairement compris, mais en même temps aussi, ça amène les gens à réfléchir. Quand on écoute, on dit, ah oui, tiens, je vais réfléchir. C'est l'esprit analytique, c'est l'esprit critique à la française. Mais en même temps, c'est compris. 4, la clarté de l'expression, c'est-à-dire que c'est notre difficulté de la grammaire, notamment. Notre grammaire, elle est compliquée parce que la grammaire du français est extrêmement précise. On a beaucoup de conjugaisons différentes. On a plus de conjugaisons en français qu'en anglais. On a même créé, on a continué à créer des conjugaisons qui n'existaient pas à l'époque de François Ier. On a créé des conjugaisons pour les émotions, pour mieux décrire les émotions. Aujourd'hui, on a des subjonctifs, donc à plusieurs niveaux, conditionnels, plusieurs niveaux aussi, le passé antérieur, passé composé. Tout ça, tout n'existait pas à l'époque. Ça a été rajouté, tout ça, à cette époque. Donc, pour que le français soit clair. Et 5, le français doit remplacer le latin. Parce que le latin étant langue universelle, il est devenu une langue qui n'exprime plus rien. Aujourd'hui, quand on voit un Italien parler, sa langue, il y a une expression dans l'italien. Il y a une façon de parler avec les mains, comme je fais moi, très méditerranéenne. Donc, il y a une façon de parler français aussi. Les Allemands ont une façon de parler qui n'est pas la nôtre aussi. À l'intonation de la langue, on sent l'émotion de la langue. Et donc, là, on va avoir un français capable de remplacer le latin comme vecteur de diffusion du discours scientifique et comme instrument de sa mise en débat. C'est-à-dire que, oui, le français va parler des sciences,
mais c'est un débat analytique. C'est-à-dire qu'on parle de science, mais on critique les sciences aussi. Il y a les deux. C'est ça la particularité du français. Alors, bien sûr, dans ces cas-là, quand on parle du français, donc il faut parler de Descartes. Tout le monde sait que on dit que les Français sont cartésiens. Cartésien, ça vient de Descartes, n'est-ce pas? Donc on a pris son nom et on a fait un adjectif. On dit que les Chinois sont confucéens, Confucius, les Français sont cartésiens, ça vient de Descartes. Et donc ça veut dire que notre langue, la culture linguistique, j'allais dire la dimension cognitive de la langue aussi, a été construite dans l'époque, la pensée, les livres de Descartes. Alors, je vous conseille donc un livre, bien sûr, le livre Descartes et son influence sur la science et la littérature. Donc, si vous voulez, vraiment, il faut le lire. C'est un livre très récent. Et pour tous les étrangers qui veulent comprendre qu'est-ce que c'est qu'un Français, il faut lire ça. Alors, finalement, ce livre commence, le début de ce que j'ai écrit à droite, donc c'est le début du livre. Descartes a eu la gloire d'apprendre aux Français leur véritable génie. C'est-à-dire que, quand on dit, ah ben Descartes a fait comprendre aux Français que nous, Français, on est formidables. Alors pourquoi nous, Français, on est formidables? Ben, tout simplement parce qu'on a notre langue. Et que notre langue a été fabriquée pour être extrêmement efficace. Et donc, nous sommes dans la méthode cartésienne, je pense, donc je suis. C'est parce que j'existe que je pense. Si je ne pense pas, je n'existe pas. Si je ne pense pas, je suis une machine. Je ne suis pas un être humain. Donc, tout ce que je fais, y compris dans les sciences, je dois le penser, je dois le réfléchir, je dois l'analyser, je dois le critiquer. Donc, finalement, là, grâce à Descartes, on a là vraiment la fabrication d'un esprit français. Alors, je vais donc là aussi vous parler d'un livre. C'est un livre de Descartes, donc qui s'appelle donc Le Monde. Alors c'est ou le traité de la lumière, mais le titre le plus connu, c'est Le Monde. Ce livre-là, il est donc c'est le premier livre écrit par Descartes, dans lequel il va clairement exprimer sa pensée. C'est quoi sa philosophie, c'est quoi sa pensée. Et donc, dans une période où la science n'est pas encore détachée de la philosophie, Descartes propose une méthode novatrice. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que pour nous, depuis l'Antiquité grecque, il y a la philosophie et la religion partout. Chez les Grecs, rien ne peut être fait sans la philosophie. Chez les Romains, pareil. Et dans l'époque médiévale, rien ne peut être fait sans la religion. Donc il y a une pensée supérieure, philosophique, religieuse, mais il y a une pensée supérieure. Finalement, Descartes, lui, va dire, il faut changer cette méthode. Il faut arrêter de dire que on ne peut rien faire sans la philosophie ou sans la religion. Donc, d'après le philosophe, les sciences ont besoin de nouveaux fondements. Les mathématiques peuvent servir comme langue universelle dans la recherche des connaissances qui sont basées uniquement sur les observations du chercheur même. C'est-à-dire que Descartes va dire la nouvelle référence, ça doit être les mathématiques. Et donc, lui, philosophe, il sait que la philosophie est au cœur de la civilisation européenne. Il sait que la philosophie est au cœur de la pensée française. Ce sont les philosophes qui, dans toutes les époques,
européenne et française oriente la pensée de la civilisation, de la littérature, de l'art en Europe. Et lui, il est le premier philosophe à dire, à partir de maintenant, il faut tourner notre pensée vers les mathématiques. Alors, en cela, finalement, puisque on est après la Renaissance, on est dans le classique, il revient finalement à la pensée grecque. Tout à l'heure, donc je vous disais que dans la période présocratique, eh bien, on mettait ensemble les philosophies et les mathématiques. Eh bien, lui veut revenir à ça. Il faut que la langue française, ce soit la langue de la philosophie et des mathématiques. Et c'est tout à fait la particularité de la France et de la langue française aujourd'hui. Tout à l'heure, je parlais des prix Nobel de physique. Donc, et ce qu'on appelle les médailles Fields, qui sont l'équivalent des prix Nobel de mathématiques. La France a autant de prix Nobel de mathématiques que les États-Unis. Donc, et ce que l'on doit savoir, c'est qu'aujourd'hui, la seule discipline dans le monde où l'anglais n'est pas la langue dominante, ce sont les mathématiques. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui encore, les revues francophones de mathématiques sont encore aussi importantes que les revues américaines. Parce que le français dit les choses mathématiques de façon extrêmement spécifique. Et là, on doit remercier Descartes. Si aujourd'hui, les mathématiques permettent à la langue française d'être une langue scientifique, c'est parce que Descartes avait dit que le français devait être une langue de mathématiques. Alors, toutefois, le monde, donc le livre de Descartes, est présenté comme un travail scientifique avec un caractère particulièrement littéraire. L'auteur exploite continuellement des techniques littéraires comme des métaphores et des comparaisons. Ça, c'est quelque chose qui va fortement marquer les sciences européennes jusqu'au XXe siècle. Donc, tout à l'heure, je l'ai dit au début, c'est que les livres de sciences ont une extraordinaire écriture française. On ne peut pas imaginer aujourd'hui, parce que aujourd'hui, bon, depuis l'informatique et depuis l'installation du classement mondial des universités, on est dans un système à l'américaine. Même en France, on est dans un système à l'américaine. Et donc, mais avant ce système-là, si vous cherchez les livres de sciences, donc français, vous serez admiratif de la langue qui est utilisée, la narration littéraire des livres de sciences. Je ne parle pas des manuels de sciences pour l'école. Hein. Je parle des grands scientifiques qui ont parlé de leurs découvertes, de ce qu'ils ont fait. Ces grands scientifiques utilisent une langue absolument extraordinaire. Vraiment, je vous encourage à les chercher. Et si vous êtes face à des étudiants, faites découvrir aux étudiants donc ces textes scientifiques. Alors, finalement, on va arriver à une idée simple. C'est que pour Descartes, que ce soit les sciences, que ce soit la littérature, quel est le mot-clé? C'est la communication. L'écrivain, il va vouloir communiquer auprès de ses lecteurs un texte. Les scientifiques, il faut qu'ils communiquent leurs découvertes. S'ils ne communiquent pas leurs découvertes, leurs découvertes ne servent à rien. Et donc, si le mot communication est le mot clé des scientifiques et des littéraires, c'est-à-dire que la langue française, encore une fois, est le point commun entre les sciences et la littérature. Et dans ces cas-là, il n'y a pas de différence fondamentale
entre les sciences et la littérature. Les deux ont besoin de la langue française. Après donc Descartes, nous aurons un autre philosophe qui s'appelle Blaise Pascal. Alors pour nous Français, il est considéré comme un très grand philosophe. Donc lui aussi, il est appris donc dans toutes les écoles. Et lui, il va parler des sciences, de la littérature et de la religion. Il continuera donc à parler de religion. Et finalement, il va rentrer, puisqu'en Europe, on va avoir à son époque un conflit dans le christianisme, c'est entre les catholiques et les protestants. Et finalement, Blaise Pascal, lui, va beaucoup s'engager dans ce sujet, parce que qu'est-ce qui fait la différence entre les catholiques et les protestants? C'est que les catholiques veulent rester sur le texte ancien. Encore une fois, on est entre ancien et moderniste. Donc entre classique et moderne. Donc, c'est que l'Église catholique reste dans les textes anciens, tandis que les protestants, eux, ils veulent réformer donc l'Église catholique. C'est pour ça d'ailleurs que les protestants, on les appelle les réformés. Et donc, et eux, ils veulent qu'on aille vers quelque chose de plus moderne. Et c'est ça aussi, tout à l'heure, je vous parlais de la langue italienne et de la langue française. En fait, le protestantisme va s'installer dans les pays allemands. L'Allemagne unifiée n'existe pas à l'époque, c'est ça on peut dire les pays allemands. Et donc, le protestantisme est très populaire. Et c'est grâce à ce protestantisme, c'est-à-dire c'est grâce au texte moderne chrétien que va se créer l'allemand moderne. C'est l'écriture de cette Bible donc protestante moderne qui va unifier la langue allemande. Donc on voit qu'à cette époque, tout cet élan moderniste, c'est-à-dire cette volonté de faire des sciences, qui a poussé le français et l'italien donc à devenir une langue écrite et de communication, tout comme la réforme de la religion qui a poussé l'allemand à devenir une langue écrite. D'ailleurs, c'est assez amusant. Parce que là aussi, encore, il y a un stéréotype. C'est pas l'Allemagne qui est le pays des sciences. C'est le français et l'italien qui sont les langues de science. Alors qu'aujourd'hui, on dirait le contraire. Aujourd'hui, on dirait, ah, mais l'allemand est une langue de science, tandis que le français et l'italien sont des langues de culture. Eh bien, c'est faux. C'est faux. L'allemand ne s'est pas construit autour de la pensée scientifique. Mais le français et l'italien, même l'italien, s'est construit autour des sciences. Alors, nous avons Fontenelle, c'est le philosophe qui est de l'époque de Louis XIV. Et c'est le grand siècle de Louis XIV, bien évidemment. C'est à l'époque où la France est une très grande puissance, plus puissante encore que l'Angleterre. C'est la seule époque où la France sera plus puissante que l'Angleterre, c'est l'époque de Louis XIV. Et donc, il va y avoir là, donc Louis XIV va beaucoup investir. C'est lui qui va vraiment développer ce qu'on appelle aujourd'hui le soft power. Il pense que la culture, que ce soit la culture artistique ou la culture scientifique, les deux, c'est très important pour l'influence politique de la France. Que sans l'influence culturelle, sans l'influence scientifique, la France ne peut pas être une grande puissance. Et donc, Louis XIV aussi donc, va beaucoup appuyer sur la langue française, notamment, pour donc encourager la culture et les sciences. D'ailleurs, Louis XIV est le premier roi qui va s'entourer de scientifiques pour l'aider à prendre de grandes décisions. Avant, les scientifiques n'étaient pas du tout associés à la politique. À partir de Louis XIV, c'est lui qui, le premier, va associer donc les scientifiques à la prise de décision politique. Et donc,
On sait que Louis XIV, c'était aussi le roi du théâtre, des arts, c'est le roi Soleil. Et donc, il ne faut pas oublier que c'est lui aussi qui va associer les scientifiques. Donc, c'est le roi de la culture et des sciences. Juste rapidement un livre donc de Fontenelle qui s'appelle Entretien sur la pluralité des mondes. Donc, c'est un livre sur l'époque qui parle donc de Descartes et de Copernic, donc qui vise finalement à faire connaître les sciences de cette époque. C'est un vulgarisateur, Fontenelle. Il veut que le maximum de personnes connaissent donc les sciences, et il veut être le défenseur de l'idée de Copernic, qui est que, bien sûr, la Terre tourne autour du Soleil. C'est grâce à Fontenelle, donc grâce à cet écrivain, que le grand public va enfin savoir que la Terre tourne autour du Soleil. Avant Fontenelle, il n'y a que les grands intellectuels qui le savent, le peuple ne le sait pas. Mais grâce à lui, et grâce à la littérature. Donc c'est toujours cette institution de promotion que on va enfin connaître cette théorie scientifique. Et finalement, on va arriver à ce qu'on appelle donc une démarche de traduction. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une démarche de traduction? C'est que comment on passe d'un texte de science à un texte de littérature. Comment on passe d'un texte de spécialité à un texte de vulgarisation? C'est très difficile. Et donc, on n'est pas... Tout le monde va dire, ah, mais finalement, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est une simplification. Ben, c'est facile de simplifier une théorie difficile. On prend une théorie difficile, on prend le résumé, et puis c'est tout. Eh bien, non. C'est pas si facile que ça. En fait, on est carrément dans un exercice de traduction. C'est-à-dire que la langue littéraire, c'est pas les mêmes mots. On n'utilise pas les mêmes mots, on utilise les métaphores, on utilise les comparaisons. Et donc, on est carrément dans un exercice de traduction. On doit changer les mots scientifiques par des mots littéraires. On doit passer par des expressions explicites, par des expressions implicites. Et donc, c'est carrément le travail du traducteur. On aura le siècle des Lumières, c'est la Révolution française, bien sûr. Donc, on aura beaucoup de livres, beaucoup de philosophes, d'écrivains vont écrire donc sur les sciences, Montesquieu, donc Fontenelle que je dis tout à l'heure, Rousseau, Diderot, tous les grands philosophes parleront de science. La philosophie des Lumières, elle est marquée par une chose, c'est ils sont absolument convaincus que les sciences sont indispensables. Et donc, la philosophie des Lumières, c'est une philosophie progressiste tournée vers les sciences. Alors, il va y avoir au même moment un conflit politique et scientifique. C'est qui a raison dans les sciences fondamentales? Est-ce que c'est Descartes ou est-ce que c'est Newton? Pourquoi je dis ça? Parce que Newton a écrit un livre, donc c'est un livre qu'il a rendu célèbre après, où il dit que Descartes a raconté n'importe quoi et que les théories de Descartes sont fausses. Je veux dire, les théories scientifiques et mathématiques sont fausses. Alors, bien sûr, Descartes est français. Grâce à Descartes, nous avons une langue littéraire, scientifique, philosophique. Et donc, la France a du mal à se dire, c'est pas possible on peut pas donner tort à Descartes, surtout que Newton est anglais en plus. Mais grâce à Voltaire, c'est lui, Voltaire, qui va écrire un livre et il va dire, Newton a raison, c'est tout. Et il va démontrer que les théories de Newton sont justes. Et donc, à partir de Voltaire, finalement, toutes les sciences européennes seront sous la domination du travail de Newton. Il faudra attendre Einstein pour pouvoir changer les théories de Newton.
Alors, il y a un divorce institutionnel donc à partir du 19e siècle. Le développement du capitalisme va faire que il va y avoir d'un côté les départements des universités scientifiques et de l'autre côté les départements des universités dites littéraires. Et aujourd'hui, on a des murs complets entre les facultés, entre les départements. C'est extrêmement rare de voir un étudiant littéraire faire une mineure ou un double diplôme de sciences et inversement. Très rare. On considère que si on fait des mathématiques et qu'on fait une mineure de littérature, c'est inutile. C'est une perte de temps. Par contre, si on fait de la littérature et qu'on va aller vers les mathématiques, c'est pas possible, ça m'intéresse pas. Donc, pour les scientifiques, c'est une perte de temps. Pour les littéraires, c'est j'aime pas. Parce que depuis le lycée, je n'aime pas les mathématiques. Voilà, perte de temps, je n'aime pas. Dans tous les cas, les deux ne se rencontrent pas. Et ça, c'est né au 19e siècle avec le développement du capitalisme et le développement du libéralisme et la mondialisation d'aujourd'hui. Alors, je vais bientôt finir. Juste faire référence à Jules Verne, qui est notre plus grand écrivain contemporain sur les sciences. Bon, bien sûr, alors je ne vais pas. Alors, les livres qu'il a écrits, notamment Voyage extraordinaire dans les mondes connus et inconnus, c'est un livre qui a été écrit à la demande de sa maison d'édition. On lui a demandé de résumer les connaissances scientifiques de son époque. Donc, on a demandé à Jules Verne de faire un grand travail de science dans tous les domaines possibles, en tout cas dans le plus de domaines possibles, et de les mettre dans son livre. Donc, Jules Verne, c'est lui vraiment, par définition, c'est la littérature est un prétexte pour parler de science. Je regarde pour aller vite. Alors, finalement, ce qui va définitivement marquer la fin de ce rapprochement entre science et littérature, ben contrairement à ce que l'on peut croire, ça a été marqué par le romantisme. Notre grand courant littéraire romantique, avec Victor Hugo, c'est ce courant littéraire-là qui va marquer la rupture entre les scientifiques et les littéraires. Alors, il y a différentes raisons. Il peut y avoir aussi une raison politique. L'Angleterre, c'est le pays des sciences, du commerce. La France, c'est le pays de la littérature, de la culture. Donc, c'est notre identité d'un côté. De l'autre côté aussi. Donc, finalement, Victor Hugo, lui, dit, il parle de différences radicales comme matrice de la modernité littéraire. C'est-à-dire que la littérature n'existe pas si elle est liée aux sciences. Parce que si la littérature écrit les sciences, ça reste des sciences. Ce n'est pas de la littérature. Donc, si on veut vraiment de la littérature, il faut couper entre la littérature et les sciences. Donc, pour Victor Hugo, l'écrivain moderne ne peut être celui qui seconde ou traduit la science. Parce que le langage littéraire n'est pas un véhicule. C'est-à-dire que la littérature n'est pas là pour servir les sciences. La littérature est une entité elle-même. Dernière chose, et puis je vais m'arrêter, c'est l'exemple de Lamartine, grand écrivain romantique lui aussi, et Arago, un scientifique, un astrophysicien. En fait, quand il va y avoir la deuxième, la monarchie, puis la monarchie, il va y avoir une révolution, et donc en 1848, et c'est Lamartine et Arago qui vont proclamer la République, la Deuxième République. Et c'est un symbole très important parce que lui est un écrivain, Lamartine, et Arago est un scientifique. La Deuxième République, cette République française, va naître par la volonté commune d'un écrivain et d'un scientifique. Et ça va incarner la République française. D'ailleurs, ensemble, c'est eux qui vont créer les programmes scolaires. Et Lamartine
et Arago vont arriver à quelque chose de commun, de formidable. Ils vont dire, il faut que les enfants français, ils doivent faire plus de sciences, plus de mathématiques. Même Lamartine le dit, à la condition que les scientifiques écrivent. C'est-à-dire que quand on fait des mathématiques, quand on fait de la physique, il faut écrire. On fait des phrases pour expliquer avant, pendant, après. Si on n'écrit pas, dans ces cas-là, ce n'est pas des sciences. Et donc, les deux, ils vont dire que les enfants doivent écrire et compter. Donc, c'est la littérature et les sciences. Je ne parlerai pas de ce livre, je n'ai pas le temps. Et là aussi. Donc, je vais m'arrêter là. Je vais couper. Arrêter la présentation. Oui. Voilà. Donc, je m'arrête un peu brutalement. Mais il me restait 2 pages, mais c'est pas grave parce que j'ai parlé beaucoup de temps. Je ne me suis pas arrêté. Donc, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vais essayer de mettre un peu de chinois dans ce PPT et vous le donner plus tard. Comme ça, vous pourrez le revoir. Et puis, j'espère que j'ai donné beaucoup de noms différents, d'écrivains, de scientifiques, de philosophes. Je vous ai donné beaucoup de livres. C'est vraiment l'occasion pour vous de refaire votre bibliothèque et donc de voir un peu ce qui, donc, de lire des choses que je trouve intéressantes. Voilà, voilà, Magali. Voilà. On vient d'écouter un séminaire enrichissant donné par Eric. Et c'était très intéressant à suivre. Donc, est-ce que vous avez des questions à poser? 各位有没有什么问题要问 Eric 的呢？还是大家有什么新想法要跟 Eric 分享的？ Est-ce que vous avez quelques réflexions à partager avec Eric? Je pense que c'est un peu difficile sans le chinois à côté, mais je vais rajouter un peu de chinois, comme ça vous pourrez réécouter aussi ce que j'ai dit. Et pour moi, en tout cas, le plus important, c'est de vous encourager à lire, parce qu'il faut lire dans notre époque. Et j'espère que, voilà. Si vous avez des questions, en tout cas, pour après, sur les livres, n'hésitez pas à me contacter. 好，si on n'a pas de questions ou bien réflexions à partager, dans ce cas, bon, on va s'arrêter là et on attend janvier, bien sûr, le PowerPoint et Oui. aussi notre prochain séminaire avec Eric, ce serait pour le début janvier. Normalement, c'est au deuxième dimanche du mois. Donc, on va vous envoyer des invitations. Oui. Bon, alors, Eric, merci beaucoup. Merci à vous. Bonne soirée. Et bonne soirée. Merci beaucoup. Merci. À bientôt alors. Et Bientôt. Au revoir, au revoir. au revoir.